Deuxième cours d'introduction à l'analyse et au traitement des eaux. L'objectif là du deuxième cours, c'est discuter des différents cycles. On va parler donc du cycle de l'eau et notamment du cycle de l'eau du point de vue de notre intervention, notre utilisation ou notre interruption dans le cycle. Donc la dernière fois, nous avions discuté un petit peu du grand cycle et du petit cycle de l'eau. Et nous allons aborder celui de l'azote, du phosphore et du carbone. Dans le grand cycle de l'eau, qui est naturel, on a pu voir qu'on a des opérations unitaires déjà, c'est-à-dire qu'on a de l'évaporation, du déplacement, donc il y a bien de la mécanique des fluides, de la condensation, précipitation, etc. Et on va avoir après une absorbance dans la biosphère, à l'intérieur des terres, un écoulement en extérieur, etc. D'où, dans plusieurs masters après en chimie de l'environnement, vous retrouverez souvent de la mécanique des fluides, de la géologie, des compétences en hydraulique, qui notamment serviront aussi dans la définition d'édifices industriels, de traitement de l'eau par exemple, ou de production d'eau potable, puisque vous devrez régler ou affiner des débits par rapport à des rendements d'opération. Un peu comme en cinétique au premier semestre. Ici, l'eau qui s'évapore de l'eau de mer est salée. Par évaporation, on va fabriquer de l'eau douce, d'accord? Et à partir de là, dans les nuages, nous avons de l'eau douce. Par contre, d'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément de l'eau potable. Quand on évapore, c'est pas une purification. Vous avez, quand vous faites de la distillation de composés de mélange, même si vous avez par exemple un mélange eau-alcool, l'alcool s'évaporant à plus basse température, dans vos vapeurs d'alcool, vous entraînez une fraction d'eau par exemple ou d'autres choses, et donc c'est loin d'être une étape suffisante pour fabriquer de l'eau pure ou de l'eau désionisée, hein. De plus, dans l'atmosphère, il y a des polluants en suspension qui s'agglomèrent sur les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, et d'où on parle après de pluie acide. Et, en fait, il peut y avoir des cas où boire l'eau de pluie dans certaines régions, surtout proches de cultures où il y a eu des traitements importants, elle est loin d'être potable. Et parfois, elles peuvent être même assez mauvaises pour la nature. Là, on parle principalement, notamment, de pollution due à l'homme. Les poussières, on va dire, de volcans, etc., qui parfois assombrissent ou occupent l'atmosphère, en tout cas, ne seront pas non plus des perturbateurs, des destructions notables de culture. Hein. Quand on parle de pluie acide, c'est souvent que c'est lié à une évaporation d'une eau qui était chargée de produits de polluants d'origine humaine. Dans la partie petit cycle de l'eau, c'est à l'intérieur de ce grand cycle, comment à l'intérieur d'une ville ou d'une industrie, et donc là en fait on va commencer à séparer plusieurs types d'eau. On va parler par exemple d'eau urbaine, et on va avoir après donc des usines de traitement d'eau résiduaire urbaine, notées ERU, et vous aurez aussi des petits cycles industriels, une papeterie, on a parlé la dernière fois d'un abattoir. L'abattoir prend de l'eau potable, l'utilise,
Et maintenant, légalement, toutes les industries ont leur propre usine de traitement de l'eau adaptée au profil de pollution qu'ils génèrent. Et, euh, et donc, on a un petit cycle par industrie. C'est une des missions, notamment dans les cabinets d'études, de concevoir des systèmes adaptés au profil de l'industrie. Donc là, ici, nous, on a en introduction, on va principalement parler des rues, sachant que en fait, le profil d'une industrie va dépendre de chaque industrie. Une papeterie ne va pas générer du tout les mêmes pollutions que un abattoir, que une usine chimique, par exemple. Dans le petit cycle de l'eau, on va capter de l'eau, la stocker, en règle générale pour avoir un peu d'assurance, c'est-à-dire que un château d'eau, notamment là, sur une petite ville comme le Lyon d'Angers, on a une demi-journée, une journée, 2 jours d'eau disponible au cas où. Pour la Comcom d'Angers, il n'y a pas de bassin tampon assez grand pour faire 2 jours de production d'eau potable. On part du principe que l'usine qui capte dans la Loire n'aura pas de problème à ce point-là, qui ferait que ce soit la catastrophe sur une période assez longue. En fait, il y a les étangs de Sorges, mais ça représente en fait juste quelques heures. Et, euh, et, euh, et les grandes villes, en fait, c'est du flux continu. Et c'est pareil pour Paris. Je suppose qu'il n'y a pas suffisamment de châteaux d'eau pour faire 2 jours de consommation. Donc, en fonction stockage ou pas, distribution de l'eau potable avec un réseau particulier, arriver dans tous les points de la maison, et on fera peut-être un petit historique au troisième cours. À quel moment on a développé de la distribution d'eau potable, à quel moment on a distribué des points individualisés, et on est sorti du système de la fontaine publique. Et donc après, à quel moment on a commencé à récupérer les eaux usées pour les traiter. Comme on capte et on remet normalement, donc on capte ceux de la rivière et on remet à la rivière, par exemple, c'est l'immense, en nombre, c'est l'immense majorité des cas, on forme un cycle, d'accord. Et on a discuté la dernière fois, la quantité réellement absorbée est petite. C'est de l'eau qui est utilisée mais qui est rendue, et elle est juste rendue avec des matières fécales, du savon, etc. En volume par rapport à l'eau réellement bue, par exemple. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, à force de retraiter l'eau tout le temps de la rivière, à un moment donné, l'eau ne va pas perdre de ses composants minéraux. Elle ne sera plus bonne, non? Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire que la question est, sur la Loire, j'ai beaucoup de villes. Quel est l'état de qualité de l'eau de la Loire vers la fin de son voyage, c'est-à-dire Angers, Nantes par exemple? Eh ben, l'état est assez mauvais. Pas catastrophique, notamment parce que les rejets font que l'eau rejetée n'est pas propre à la consommation, mais elle n'est pas mauvaise pour l'environnement. Elle est chargée suffisamment de matière organique, mais pas trop pour pouvoir être utilisée et être biodégradée naturellement. Mais par contre, en termes de qualité de minéraux, en termes euh, de présence parfois de médicaments, de toutes petites pollutions qui ne sont pas forcément prises en compte, euh, et bien là, en fait, on n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle à Angers, on a une nanofiltration, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la légalité
pour la production d'eau potable, parce que en fait, l'eau utilisée pour la captation n'est pas terrible. On en avait parlé la dernière fois aussi, par exemple Segré, où l'eau elle est issue de mines, d'anciennes mines, elle est trop minéralisée en fer, et pour la rééquilibrer, en fait, ils importent de l'eau d'ailleurs. Donc, l'eau des rivières en France n'est pas d'extrêmement mauvaise qualité, mais elle est impactée par des polluants. Et par contre, on verra ça, vous verrez ça, je l'espère, après, soit dans ce cours-là, soit l'année prochaine en SIE pour ceux qui continuent, ou dans un autre master en chimie de l'environnement. Vous n'avez pas d'obligation dans les rejets d'avoir un profil de minéralisation pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation en disant il faut une quantité de fer, il faudrait une quantité de certains métaux parce que c'est bon pour l'environnement. Le critère principal, c'est la quantité de matière organique et biodégradable. Donc on va dire, voilà, l'eau que tu rejettes dans les rivières ne doivent pas dépasser une certaine quantité de matière organique. Ça concerne donc un profil, et en fait on va en parler juste après, de carbone, d'azote et de phosphore. Donc là-dessus, en fait, qui sont des engrais, au-delà de ça, on n'est pas encore à un profil exact. Et l'eau qu'on rejette actuellement n'a pas à être potable. Et d'ailleurs, ce ne serait pas forcément sain, parce que de l'eau potable, elle est vraiment très faible, il n'y aurait pas de matière organique, et c'est dommage, parce qu'en fait, on capte, quand on puise l'eau, on puise des matières premières qui servent d'engrais, etc. C'est-à-dire, en fait, on prend de la matière organique qui est dissoute dans l'eau, qui sert à nourrir les poissons, les plantes, etc. Si on renvoyait que de l'eau potable, on aurait effectivement une perte au fur et à mesure le long du cours d'eau. Mais il n'y a pas ce que tu nous as indiqué, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation sur le profil minéral si on considère des métaux de transition, par exemple. C'est uniquement la quantité de matière carbonée, azotée et phosphore, et la matière vous verrez ça plus tard, on va parler de DBO et DCO, c'est-à-dire en gros, on a des mesures globales de quantité de matière organique biodégradable, et si c'est en dessous d'un certain seuil, ça passe. Merci. Il est possible au passage de vérifier le pouvoir oxydoréducteur d'une eau, et c'est un moyen de contrôler si par hasard il y a l'arrivée d'un oxydant fort ou d'un réducteur fort qui n'est pas prévu et qui serait en grande concentration. C'est quand même un critère qui est regardé dans les analyses. Pas tout le temps, mais enfin ça dépend de l'usine en fait. Mais là par exemple nous ici à mon village on a une usine au roseau. En réalité l'eau elle est contrôlée 1 à 2 fois par an, c'est tout. Donc s'il y a une pollution, quelqu'un qui envoie un oxydant fort ou un réducteur fort, en réalité comme ça passe par une usine à roseau, on part du principe que ils vont probablement, ça va plutôt réagir avec le milieu racinaire des roseaux, ça ira pas dans la rivière, mais on n'a aucune garantie de ça. Si jamais on a une pollution qui serait minérale particulière avec je sais pas, là c'est pareil, si on imagine un métaux lourd, il va s'agglomérer en fait sur les racines, mais dans l'idée, il n'y a pas ce contrôle tout le temps. Dans les usines plus grandes, comme on vérifie la DCO, la DBO, ça c'est la matière carbonée, mais aussi le pouvoir oxydoréducteur, on pourrait imaginer que si jamais il y avait du permanganate de potassium qui arrive à tire-larigot, ça soit contrôlé. Et en pratique, d'ailleurs, on le contrôle dès les boues, c'est-à-dire dès la première étape de matière carbonée, parce que s'il y a ça, ça risque de tuer en fait les boues. Et ça risque de compromettre le fonctionnement de l'usine en règle générale. Et donc là, je rentre un peu trop dans le détail, mais c'est pour vous faire sentir
tout l'intérêt de mélanger acide-base, complexation, redox dans un système en fait avec une finalité d'ingénierie et de l'environnement. Justement, si on peut faire un petit topo historique, la première personne, le premier scientifique qui a établi, entre guillemets, l'importance de la quantité d'azote, phosphore et potassium pour les plantes, c'est en fait un chimiste dont le nom de famille vous le connaissez parce que en fait Liebig est devenu une marque, mais c'est un chimiste qui a été très important au 19e siècle. Il a une vie assez rocambolesque, très intéressante. Il est fils d'apothicaire. Alors à l'époque, les apothicaires, ça deviendra des pharmaciens, mais en réalité, c'était pas tout à fait ça. Ils étaient responsables de l'extraction de matières premières. Ça pouvait être des colorants et des matières en fait médicamenteuses ou utilisées pour la pharmacie. Donc, c'était plutôt des personnes qui allaient extraire de l'écorce de sol de l'acide salicylique, aller après faire forcément peut-être des fois des transformations, mais ils ne fabriquaient pas de l'aspirine. Donc c'était avant en fait l'industrie des médicaments, avant la production industrielle, c'était encore artisanal. Nous avions donc des personnes qui fabriquaient des mordants, des colorants, et à côté ils allaient aussi faire de l'écorce de sol ou qui allaient sortir certains composés qui étaient utilisés pour des traitements pharmaceutiques. Mais donc, en gros, il était dans une famille d'artisans chimistes et il va être formé en chimie. Et ce qu'il va faire, c'est que il va trouver que la formation en chimie n'est pas adaptée à ce qu'il se fait. C'est-à-dire que lui, il est issu d'une famille où on met la main à la pâte. Et en fait, Liebig sera l'inventeur de la formation en chimie par le TP. C'est-à-dire que c'est lui qui va, quand il va être embauché, il va dédier une partie de son salaire pour fabriquer une salle de TP. Ce n'était pas du tout prévu en fait dans son salaire, il n'avait pas du tout les fonds, et il va en fait réinvestir une partie de son maigre salaire pour fabriquer, acheter de la verrerie, fabriquer une salle de TP, se payer un préparateur sur ses deniers personnels, et pour que les cours de chimie se fassent en TP. Et en fait, ça va avoir un effet, une certaine déflagration, parce qu'en fait, il va créer une école. C'est-à-dire que les étudiants qui sortent de chez Liebig seront bien formés, et ils vont dire, il faut que, si tu veux, si tu aimes la chimie, etc., il faut que tu ailles suivre l'école Liebig. Et en fait, ça va avoir un succès assez important. À côté, il va aussi mener des recherches de premier plan. Et on est au début du 19e siècle, hein. C'est-à-dire qu'on vient juste de créer la chimie moderne avec son nouveau langage, et on comprend, on ne sait pas encore ce que c'est qu'un atome. L'idée est là, mais elle est pas, enfin, pour l'instant c'est qu'une supposition. On ne sait pas ce que c'est qu'une liaison chimique, on n'a pas d'électrons, on n'a pas de mécanique quantique, hein. Tout est sur le papier. Par contre, ils font des réactions et ils voient de la chimie. Donc on est encore sur des tests un peu de colorimétrie ou d'odeur ou de type de réaction, hein, des tests de reconnaissance, et on en est encore à essayer de comprendre ce que sont des fonctions chimiques. Qu'est-ce que c'est que la famille des alcools? Qu'est-ce que c'est que par exemple la famille des amines? Et c'est en travaillant là-dessus, puis avec des dosages qui sont des dosages très grossiers à l'époque, hein. C'est par exemple on brûle tout, ou alors on fait un petit peu d'électrolyse, on a des formules brutes généralisées, et il arrive à voir que la présence d'azote, la présence de phosphore et de potassium est un ingrédient que l'on retrouve dans les besoins des plantes. Tout comme il va être un des premiers à essayer de comprendre l'apport de la protéine dans l'alimentation humaine. Donc les protéines, c'est pas encore tout à fait défini. On est en cours
de définition. Et il y a, on sait par exemple qu'il y a des acides gras, et en fait, il va être l'inventeur, enfin, il va décrire des papiers sur des fonctions chimiques, etc. Et comme il travaille beaucoup sur du pratique, il va aussi, par exemple, déshydrater le lait. C'est effectivement lui qui sera le premier à décrire des processus de déshydratation de lait, et notamment, issu de son enseignement et de sa recherche, il va inventer le courbouillon. C'est-à-dire, en fait, il va déshydrater le jus de cuisson de la viande et le réhydrater et mesurer la présence ou pas de gras, de protéines, etc. Et en faisant ça, il démontrait que quelque part, dans le jus de bouillon, il y avait des éléments nutritifs intéressants pour la santé, et que ça valait peut-être le coup de proposer ça, ou ça aurait pu être intéressant euh, comme complément d'alimentation pour les personnes qui ne peuvent pas se payer de la viande. Et en fait, pendant ces années, il y a un de ces étudiants qui va dire mais pourquoi on ne le vend pas ça? Et Liebig, qui est à ce moment-là déjà bien installé, bien reconnu, lui dit que grosso modo, au départ, même s'il pensait faire devenir riche avec la chimie, maintenant il veut surtout continuer sa carrière d'enseignant. Il a enfin sa place, il a mis du temps, mais il gagne correctement sa vie. Mais il dit à son étudiant, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Et celui-ci lui répond que lui, il est personne. Et que s'il veut vendre le produit, il a besoin de son nom, en fait. Et donc, ils se mettent d'accord sur l'utilisation du mot Liebig comme marque. Et Justus von Liebig sera en fait la caution scientifique du produit. Et en fait, on voit apparaître donc une nouvelle marque qui arrive, qui marche très bien, et qui est très vite concurrencée par un autre chimiste suisse, Knorr, qui lui en fait a dilué le produit, et comme ça coûte moins cher. Et Liebig va s'opposer à la dilution du produit en disant disons que c'était par rapport à ses travaux, le but c'est d'atteindre une certaine concentration en éléments nutritifs. Si on le dilue, c'est plus intéressant en termes nutritifs. Donc là, ce serait faussé. Et donc après, pendant quelques années, Liebig c'est en fait le produit pour riches et Knorr le produit un peu moins cher. Sachant que ça c'était avant, hein, les deux maintenant ont été rachetés par Unilever, et voilà, ça a évolué, c'est totalement différent. Mais donc là ici, on est sur quelqu'un qui est une sommité à l'époque internationale en chimie, et dans la partie de l'alimentation des plantes, il découvre l'importance des éléments N, P et K. Alors K c'est un sel, d'accord? On l'aura comme par exemple Na+, ben, K c'est du K+. Donc c'est toujours une quantité en fait uniquement de sel. Et en fait il accompagne souvent les ammoniums ou les phosphates. C'est-à-dire que la présence de N et de P, maintenant, hein, on le sait, sont plutôt des composés ioniques. Ok. Et je dis pas l'ammonium parce que l'ammonium est plus, mais les nitrates ou les nitrites sont des composés anioniques. Et en fait, avec un contre-ion K+, on est sur un profil qui correspond à ce qu'attend la plante pour se nourrir. Notez au passage que nous, on a besoin de sel, et notre cation médiateur, c'est plus Na que K+. Hein. Alors, pour l'eau, K n'est pas traité. C'est N et P qui est important. C'est-à-dire qu'on va regarder que devient l'azote dans le cycle et sous quelle forme on va le rencontrer après dans l'eau. L'azote sur Terre, c'est principalement de l'azote atmosphérique, N2, qui est une molécule avec une triple liaison ultra stable. Pour casser N2 et en fabriquer un azote que l'on va dire organique, c'est-à-dire susceptible d'être assimilé par des plantes, etc., on va avoir besoin de cyanobactéries
ou d'enzymes ou d'organismes, de champignons qui se logent dans les racines de certaines plantes, ce qu'on appelle en fait les légumineuses ou les engrais verts, et qui vont casser grâce à des réactions enzymatiques à température ambiante et à pression ambiante, à conditions atmosphériques, N2 en ammonium. À partir de là, l'ammonium, d'accord, tout comme celui qui vient par exemple des cadavres, des déchets organiques, va pouvoir être soluble, aller dans l'eau, à l'intérieur des terres, va généralement, que ce soit à l'air libre ou dans les réactions de ce qui peut se passer avec les carbonates, etc., ou d'autres choses comme les actions bactériennes, ils vont être en fait oxydés, c'est-à-dire qu'on va passer d'un un nombre d'oxydation ici qui va augmenter avec de plus en plus d'oxygène. Hein. Donc là, on a des NO2, NO3. Donc en fait, là, on est sur l'azote qui a un nombre d'oxydation qui est élevé. Et c'est celui que qui va être utilisé par les plantes. Hein. Les nitrates et les nitrites sont utilisés par les plantes pour la croissance. C'est un engrais. C'est pour ça qu'on dit que s'il y a trop de nitrates, on va avoir en fait une croissance de plantes dans l'eau qui va être plus abondante que prévu, d'où des algues vertes. Si vous avez donc beaucoup de nitrates dans les cours d'eau, il va y avoir une croissance importante d'algues, et d'algues qui peuvent recouvrir la surface, et d'où on va parler d'eutrophisation. Les plantes ont de la matière avec des nitrates dedans, et nous en fait on va utiliser ceci pour fabriquer nos propres protéines. Hein. Nos acides aminés sont essentiels pour la croissance de nos tissus, etc. Et on ne les fabrique pas à partir de l'air, on ne les fabrique pas ou pas facilement du tout avec les sels ammoniacaux. On va en fait utiliser déjà des choses faites par les plantes ou les animaux avant de remourir et de redevenir des cadavres, et on continue comme ça. Il y a une partie de dénitrification parfois, car l'équilibre pour fabriquer N2 est en faveur de N2, et on a absolument besoin des cyanobactéries et des légumineuses pour fabriquer notre quantité de sels ammoniacaux et réinsuffler de l'azote dans le cycle. Et donc là, notamment, il y a une dépendance dans le système du vivant de ces bactéries-là. Et avec certaines de nos pollutions actuelles ou de nos traitements, on a un impact non négligeable sur cette biodiversité. Il faudra faire attention. On a un goulot d'étranglement ici, un rouage fragile. En termes un peu plus chimistes, vous avez de l'azote gazeux, fixation dans le sol, ammonification, donc on a sur des dérivés d'ammoniac, c'est rarement NH3, d'accord, c'est plus du NH4+, des ammoniums, qui peuvent être absorbés directement par les végétaux, ou suite à une activité bactérienne, une rencontre en chimie, c'est-à-dire en fait on a l'ammonium, d'accord, qui est un acide, va rencontrer une base, et en fait il va y avoir une oxydation de cette partie-là, et on va avoir une nitrosation et une nitratation, donc on aura des dérivés de NO2 et de NO3 qui peuvent après se dénitrifier pour devenir N2, et donc normalement c'est plutôt, enfin l'objectif c'était plutôt d'être absorbé par les végétaux, les végétaux mangés par les animaux, et en mangeant les animaux, on fabrique nos protéines. Ou en mangeant directement des végétaux, on peut fabriquer des protéines. D'accord. Là ici, on a une flèche végétaux, animaux, animaux, protéines. On est capable, à partir d'une alimentation végétarienne, d'avoir toutes les protéines dont on veut. Si on inclut l'œuf dedans, il n'y a vraiment aucun problème, par exemple. Mais voilà. Mais même sans eux, on peut s'en sortir.
faut juste faire bien attention au type de végétaux que l'on mange. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable de prendre n'importe quel type de matière végétale et aller chercher n'importe quoi. Dans nos fabrications de protéines, en fait, on a besoin de certaines matières premières. Quand on est sous cette forme-là, on va parler d'azote organique. C'est quelque chose que l'on va rediscuter notamment aussi quand on parlera de carbone organique. C'est pas un azote qui est dans une molécule de la chimie organique. C'est un azote qui a le nombre d'oxydations et qui est sous une forme qui est apte à être ingérée par le vivant, en fait, quelque part. Ça, c'est une troisième approche où on remettait les dessins. Il y avait des points intéressants. Donc la volatilisation. Ici, vous voyez par exemple là, certaines, là quand on a un excès de purin, alors là c'est des vaches, mais ça peut être du porc, il peut y avoir volatilisation de NH4+, et c'est là où on a à l'intérieur la possibilité d'avoir des pluies acides par exemple. Pour le carbone, dans le carbone, il n'y a pas C2. D'accord. On n'a pas un dépôt avec un nombre d'oxydation qui serait 0. Ça n'existe pas. Le puits, les deux puits en fait disponibles, c'est soit de l'azote totalement oxydé ou totalement réduit. Donc on a CH4 et les dérivés d'alcane pour la version réduite. On est sur le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Ou alors les calcaires, d'accord, donc les dérivés de carbonate de calcium, et qui eux, en volume et en masse, c'est de très très loin le carbone principal. Puisque la croûte terrestre est beaucoup, contient énormément de calcaire. Ce calcaire-là, donc là ici c'est lié à l'océan, mais en réalité il y a aussi sous la roche, sur Terre, etc. Mais actuellement, on va dire, si on veut rajouter du calcaire, c'est normalement via des dépôts naturels dans l'océan. Et on a dans l'océan un équilibre entre l'état calcaire, la quantité de CO2 dans l'océan, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 ou gaz carbonique, quand il est en fait dilué, d'accord, on est dans un équilibre entre une forme CO3 de moins, HCO3- qui est le bicarbonate, et le dihydrogénocarbonate. Donc le dihydrogénocarbonate, c'est H2O, CO2 qui ont réagi ensemble. Après, on a donc cet équilibre. Si on change le pH, on va pouvoir déplacer l'équilibre soit vers plus de carbonate et un dépôt au fond de l'océan, soit plus de CO2 dans l'air. Et en fait, là actuellement, si on chauffe, enfin si l'océan voit sa température augmenter, elle aura tendance à relarguer plus de CO2. Okay, ou inclure plus de CO2 dans l'océan, et ce qui va acidifier l'océan. Tout ça, c'est en lien avec la pression de vapeur saturante. Hein, c'est-à-dire que vous avez un équilibre entre la forme CO2 à l'air libre dans le gaz et la forme CO2 dans l'océan. C'est une information c'est une notion que vous allez revoir normalement avec Marie-Claire Dull en équilibre hétérogène. Et à partir de là, là on est sur la version qui est minérale. Le carbone fossile, nous, il peut ressortir directement à l'atmosphère, naturellement avec des puits de pétrole ou des fois même lors des éruptions, etc. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que le carbone, le CO2 de l'atmosphère, est rejeté lors de la respiration ou il est absorbé lors de la respiration des plantes. Il sert à fabriquer de la biomasse avec la photosynthèse. La biomasse meurt et elle va tendance, elle, à se dégrader. Si elle se dégrade, par exemple, parce qu'elle est dans la tourbe, etc., il n'y a plus d'accès d'oxygène.
Et le carbone qui résulte de cette décomposition va se faire en filière anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, et il y aura tendance à fabriquer du méthane ou des dérivés d'alcane. Et il ne pourra plus s'oxyder puisqu'il n'y a plus d'air. S'il y a une oxydation en phase aérobique, dans ce cas-là, elle va repartir en fait dans l'océan. Dans l'atmosphère. Il y a une partie du carbone qui deviendra du CO2 lors de la fermentation, etc. Donc ici, on a le cycle du carbone. On peut voir donc que la quantité de CO2 dans l'atmosphère est un point important de ce cycle-là, et qui va donc impacter la qualité de l'océan, mais aussi des cours d'eau, etc. Et de manière générale, on voit aussi qu'on a besoin d'une quantité de matière organique dans la biomasse, dans les cours d'eau naturels, etc. Alors, là on a, donc c'est issu du livre de Chimie et Environnement, d'après des données de 2005, et on a sur des flux de CO2 notamment anthropiques. Alors on est sur des volumes en 10 puissance 15 mol par an. Vous pouvez voir que dans la lithosphère, le carbone inorganique, calcaire, dolomite, etc., c'est énorme. De manière générale, le carbone organique fossile, d'accord, donc là on est en fait plutôt sur la version CH4 alcane, d'accord. Il y a beaucoup moins de pétrole que d'équivalent de calcaire. Hein. À partir de là, il peut y avoir une combustion par une extraction naturelle ou pas. Il y a des déforestations qui génèrent aussi un flux non négligeable d'apport en CO2, mais même quand on dit par exemple dans les cheminées c'est le bois, c'est une façon propre. Oui, mais quand tu brûles le bois, tu relargues bien le CO2 qui avait été capté. Donc tu relances quand même du CO2 dans le cycle. Respiration, décomposition, c'est aussi très important. Photosynthèse, on revient dans l'autre sens. On refabrique en fait de la matière. On a ici des volumes d'échange avec l'océan qui sont à peu près équilibrés. La biomasse à l'intérieur de l'océan, c'est tout ce qui est photoplancton, ce qui est en fait le vrai poumon au passage, un poumon important. Hein. On est sur des volumes de 4-10 puissance 15, c'est presque autant que... Enfin, c'est la moitié de la photosynthèse sur l'ensemble du globe, avec une quantité de carbone inorganique à peu près disponible dans l'océan, de carbonate disponible ou dilué, on va dire, dans l'océan, qui est un volume assez énorme. Pour le cycle du phosphore, on est exactement sur la même chose que l'azote. Je n'ai pas trouvé de figure. En réalité, on est sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des phosphines, puis surtout après des phosphites et des phosphates. Et les phosphates, c'est comme les nitrates. Quand il y a trop de phosphates, c'est un engrais. Et justement, il y a eu à un moment donné des lessives au phosphate, c'était intéressant, ça marchait bien, sauf qu'à relarguer de façon continue et puis massive des phosphates a généré une pollution importante dans les cours d'eau. Et au milieu du XXe siècle, on va revoir ça plus tard, on a dit stop, faut arrêter. Et depuis, ça s'est largement amélioré. Alors, dans le vecteur en fait du cycle de l'eau, c'est l'eau, qui est un liquide, un fluide, donc mouillé bien sûr, et on va donc discuter de quand il pleut, où ça va, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est important de regarder ça. Et on va donc discuter d'aquifères et de bassins versants. Et c'est important parce que c'est sur ces notions scientifiques, géologiques quelque part, géographiques, que se base l'infrastructure de la gestion de l'eau en France et en Europe au passage.
Donc moi, j'arrive par un apport de notions scientifiques, et ça nous permet de retomber sur la législation, et ça vous permet de comprendre que la législation, ou en tout cas la gestion, elle a une base logique. D'accord, la bureaucratie n'est pas tout le temps quelque chose d'illogique et d'absurde. Hein. Et donc, après, on va pouvoir définir les acteurs de la gestion de l'eau en France. On parle d'aquifère. C'est l'eau, en fait, comment elle est en surface. Mais la notion de surface est un peu, faut voir plus large. Si vous imaginez en fait un cours d'eau, la Loire, la Mayenne ou n'importe quel cours d'eau que vous avez à côté, il y a en réalité des nappes. Donc on va parler par exemple de nappes libres quand en termes de géologie, ça permet un flux constant entre les deux, et de nappes captives quand entre la surface et la nappe, il y a une barrière géologique imperméable ou presque. Alors, ce n'est pas forcément une question de profondeur. C'est vraiment si là, par exemple, il y a une couche très peu perméable, ok, il va y avoir une recharge de la nappe captive lente. Donc, si on capte, si on pompe dedans, elle aura du mal à revenir. Parce que là, en fait, on a comme. Imaginez que vous êtes en train de faire une filtration avec un Buchner et qu'il est un peu bouché. Eh ben, il n'y a rien qui. Vous avez beau faire le vide et aspirer, ça ne va pas vite. Et si pendant ce temps, il y a quelqu'un qui vide le Buchner, eh ben, en fait, vous allez très vite arriver à court. Alors que la nappe libre, on est sur une zone qui est perméable. Et en fait, d'ailleurs, quand le cours d'eau monte, vous avez peut-être déjà vu qu'il y a des zones en fait qui sont inondées, alors qu'au bord du cours d'eau, c'est pas inondé. C'est qu'en réalité, le cours d'eau, c'est que la face immergée de l'eau libre. Sous la Loire, quand la Loire monte, et ben en fait, par infiltration, on se rend compte qu'il y a de l'eau qui sature toute la partie de la terre autour. Et ça peut remonter sans passer par le sol ou au-dessus du sol. D'où notamment ceux qui habitent en bord de Loire, qui ont des caves, ils ont souvent de l'eau qui s'infiltre dans la cave. Ça, c'est important de le connaître, parce que justement, quand tu vas déjà mettre en place un plan d'occupation des sols, eh ben, il faut prévoir les maximums d'occupation en fait, de l'eau, etc., pour pas être étonné si jamais après la maison elle est inondée. Voilà. Et de plus, quand tu vas après choisir un point de captation d'eau, il faudra vérifier la nature de cette eau. Là, ici, par rapport à ce qu'on a dit sur l'empreinte, on a ici de l'eau verte, et là, c'est de l'eau bleue. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui est potentiellement pas ultra renouvelable, ou en tout cas avec un flux qui est plus problématique. Le bassin versant, c'est toute la zone qui, quand elle reçoit de l'eau de pluie, fait que l'eau arrivera à l'aquifère correspondant. Donc là, si on prend la Loire ou la Mayenne, quand il pleut sur ma maison à moi, ça tombe sur la Mayenne. C'est-à-dire que ma maison, tout ce qui est de mon côté, quand il pleut, pas forcément après ça tombe pas dans un cours d'eau, etc. Même quand ça rentre dans la terre, que ce soit par écoulement superficiel ou par l'intérieur des terres, infiltration, grosso modo, ça arrive dans la Mayenne, l'excédent. C'est le bassin versant de la Mayenne. Et vous avez un bassin versant pour chaque cours d'eau. Que ce soit des tout petits cours d'eau
Hein. Donc par exemple le bassin versant du Brionneau. Le Brionneau, c'est un petit cours d'eau qui arrive par exemple jusqu'à l'étang Saint-Nicolas. Et tout ça, après, va arriver dans la Loire. Donc quelque part, le bassin versant du Brionneau, c'est un sous-bassin versant de la Loire. Le bassin de la Mayenne, le bassin versant de la Mayenne, après rejoint celui de la Sarthe, du Loiret, du Loire, et tombe au niveau de l'île Saint-Aubin, dans la Maine, et la Maine tombe dans la Loire. Donc après tout ça, ça fait partie en fait du sous-bassin versant de la Loire. Ça peut se jouer à une montagne près, c'est-à-dire que là, de l'autre côté de la colline, ça peut être un autre bassin versant, et donc ce n'était pas logique de choisir en fait une répartition de la gestion de l'eau par département par exemple, puisque les départements ils ont souvent le fleuve comme délimitation, et on se retrouve avec la moitié d'un bassin versant d'un département et l'autre moitié de bassin versant de l'autre département. C'est-à-dire que justement les frontières administratives ne sont pas pertinentes parce que les fleuves sont des frontières administratives, alors que nous, ce que l'on veut, c'est des frontières géologiques qui permettent de pouvoir traiter d'une seule tâche, on va dire, la qualité de l'eau du cours d'eau. Et si à chaque fois tu dois discuter avec les deux départements, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que dans l'instance, eh ben, tu vas retrouver les politiques qui sont concernées, un échantillon des différentes politiques. Donc tu seras probablement sur des discussions interdépartementales, voire interrégionales. Hein. Donc, on a une ligne de partage des eaux, un sous-bassin, qui peut après définir un grand bassin. Alors, en France, on est parti sur tellement des gros bassins qu'on va parler de districts hydrographiques. Et en fait, les districts correspondent à des grands fleuves. On a le district de la Loire, et en fait, elle entoure la Loire. Le district de la Seine, de l'Ardour, de la Garonne, de la Dordogne, de la Charente, des côtiers charentais et de l'Aquitaine, le district du Rhône et des côtiers méditerranéens. Et là, on pourrait dire, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie, oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi la Bretagne, elle est dans le district de la Loire, quand clairement, la Bretagne, il n'y a rien qui se jette dans la Loire et on a des cours d'eau plus petits. Et là, par contre, c'est un choix politique. C'est-à-dire que plutôt que de faire des gros districts et à côté un petit district qui a des cours d'eau plus petits, hein, il n'y a pas de grand fleuve en Bretagne, et donc dans ce cas-là, on va dire, ok, eh ben, en termes politiques, on va te rajouter dans ce bassin versant et tu vas aussi gérer les sous-bassins de la Vilaine, etc. Justement, les bassins versants de la Bretagne, après, on va rentrer donc dans des choses qui sont plus petits. Et en fait, au passage, nous, on est sur une approche Bretagne-Pays de la Loire. Vous voyez, c'est marqué Bretagne environnement, bassin versant de Bretagne, et vous voyez quoi? Mayenne, Loire, Èvre, Sèvres. Donc en fait, là, le Maine-et-Loire, il est dedans. Donc on est plus sur une architecture Bretagne-Pays de la Loire. Même si en termes d'administration, il y a deux régions politiques différentes. Il y a la Bretagne et les Pays de la Loire. Et en fait, au passage, il y a de la Normandie aussi. D'où ici, là, on est sur le Couesnon, par exemple, et on a donc un bassin versant du Couesnon. Et là, en termes de politique, on a associé, c'est pourtant une corde sensible hein, entre la Bretagne et les pays et la Normandie, hein, le Couesnon qui sépare officiellement le fait que le Mont Saint-Michel est en Normandie et pas en Bretagne. Ben là, en fait, ils se sont mis d'accord et il s'agit en fait du même côtier du Couesnon à la Rance, du même sous-bassin versant. Donc ici, vous trouverez après dans les agences régionales de l'eau des personnes qui s'occupent de ces différents bassins. Et bien sûr, là par exemple, les îles marines sont traitées de façon particulière. Ce qui vous permet de réviser au passage, donc là il y a la Mayenne, la Vilaine, la Rance, l'Oust, le Blavet,
Voilà. Si vous avez, après, vous connaissez un petit peu vos cours d'eau, le Trieux, dans les Côtes d'Armor. On a donc choisi, en termes politiques, de gérer la qualité de l'eau par des bassins versants qui ont un fondement scientifique. Et depuis, après avoir atteint une qualité d'eau assez mauvaise au cours du XXe siècle, l'eau est gérée avec une démarche de qualité. Donc là, en fait, c'est quelque chose que vous allez retrouver pour ceux qui continuent dans le SIE. Quand pour les métiers d'hygiène, sécurité, qualité, environnement, il y a le mot qualité. Et en fait, c'est pas une démarche qualité, c'est pas juste je fais une analyse et je vérifie. Ici, le plan de qualité, c'est là par exemple des schémas directeurs. On a des objectifs, on va donc vérifier où on en est, mettre un plan d'action et mettre son application et revérifier où on en est et de façon. Et pour essayer d'avoir une démarche permanente d'amélioration de la qualité ou en tout cas de maintien de la qualité. Pendant des années, l'objectif principal de l'eau en France, c'était d'avoir de l'eau pour les humains. C'est-à-dire en gros, il fallait de l'eau qui correspondait aux besoins de l'humanité. Potable, d'accord, et pour essayer de limiter les maladies, etc. Depuis, on a rajouté des objectifs. Alors, c'est pas depuis 10 ans, mais depuis, on va dire, allez, les années 70, on reviendra sur cette historique là-dessus. Maintenant, il s'agit de gérer durablement la ressource en eau dans les respects des milieux aquatiques et des usages. Donc, il y a toujours en mission 2, c'est assurer à la population de façon continue la distribution d'une eau potable de qualité. Lutter contre les pollutions. À un moment donné, c'était pas uniquement dire ah ben, monsieur, vous avez pollué, il faut nettoyer. C'est aussi, voilà, ça fait partie de la mission ici, du schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau, ce qu'on appelle la SDAGE. Et en fait, de dire, ben voilà, quel type de lutte contre les différentes pollutions on va mettre en place, etc. De réduire les risques liés aux inondations. Donc en gros, c'est d'avoir une veille scientifique et surtout d'avoir des plans de connaissance des sols qui correspondent à où sont les aquifères, quelles sont les zones inondables, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas raisonnable. Alors bien sûr, là, vous avez vu, hein, dans les Alpes-Maritimes, il y a eu une énorme catastrophe avec des inondations énormes. On n'est pas à l'abri, malgré parfois... alors il y a peut-être eu des manquements là-dessus, hein. J'ai pas vraiment regardé cette histoire, mais là on était sur de l'exceptionnel. Des fois les plans de risque ne prévoient pas toutes les exceptions. Favoriser un financement juste et équilibré de la politique de l'eau. C'est-à-dire en gros de trouver le bon équilibre entre le prix demandé aux usagers, nous, aux industriels, et ce qui serait bon. C'est-à-dire en gros, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaudrait le coup de rendre les cours d'eau potables ou d'améliorer encore plus? Alors, jamais les cours d'eau seront potables. Mais dans l'idée, c'est on découvre de certains polluants ou on découvre certains polluants minoritaires. Comment on fait est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette pollution-là? Quel prix ça a? Vous pouvez voir par exemple si vous avez fait ça en cinétique, mais quand on fait des suites de réacteurs, je ne sais plus si ce TD il y avait, mais en fait quand on fait des séries de réacteurs, on arrive très vite à 90-95% de rendement, et parfois il faut autant de réacteurs pour aller juste à 99%. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire en gros si on a une qualité de l'eau bonne, très bonne, quel sera le prix pour aller à excellent? Et il peut être aussi cher que tout ce que tu as mis avant. Donc là ici, point 5, ça va être de discuter. Et ça veut dire que là, dans la discussion, ceux qui s'occupent du schéma directeur
a priori, ça peut pas être que des industriels. D'accord? Donc là, on en discute après sur la composition des acteurs. Mais vous pouvez voir que rien qu'en définissant les missions, ça va être très important de veiller à ce que les personnes qui discutent de ça soient correctement choisies. Sinon, la réponse sera biaisée. Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques continentaux et côtiers. Et donc, non seulement on a de la préservation, mais on a aussi un vrai objectif de restauration jusqu'à un certain niveau. Renforcer la gouvernance et faciliter l'accès à l'information dans le domaine de l'eau. Et ça, ça a beaucoup changé ces dernières années. Le jour où vous allez préparer des projets, etc., en fait, vous pouvez trouver maintenant beaucoup d'informations publiques et disponibles. Et ça ne sert pas tous les jours, mais je trouve que c'est important de souligner que cette transparence dans l'information est importante. Ils ne mettent pas encore forcément l'idée de diffuser et de vulgariser. Vous voyez, c'est faciliter l'accès à l'information. Si jamais il y a des mauvaises nouvelles, c'est assez facile de les noyer dans la masse. Elle est juste disponible. Ils n'ont pas encore comme mission pour dire d'alerter quelque part. Alors, si, puisqu'ils ont quand même l'émission d'avant, mais voilà. Bon. Des fois, vous n'êtes jamais intéressé encore à ça, mais si vous voulez savoir la qualité de votre eau, les relevés sont publics. Il faut aller les chercher, il faut les trouver. Et parfois, elles sont pas forcément de très bonne qualité. Et ils vont pas vous le dire directement. Voilà. Enfin, surtout que les gens lisent de moins en moins les journaux locaux, ils lisent de moins en moins l'information très locale, les journaux de communes, etc. Et donc, potentiellement, on est au courant de ce qui se passe au Capitole américain. On n'est pas au courant de pollutions locales qui peuvent arriver suite à un problème dans une industrie, etc. Ce qui, en termes de santé personnelle du foyer, par exemple, a presque plus de conséquences. La démarche qualité, elle repose donc sur un état des lieux qui va arriver tous les 9 ans, enfin tout périodiquement on va dire, puis suivi, donc là on fait le point. On se met d'accord sur nos projets, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Donc il y a les points importants, donc là en gros c'est état des lieux, projet de surveillance, enfin les points critiques, schéma directeur. C'est quoi nos objectifs? Et on met en avant des mesures. Puis, on va laisser mettre ça en place. Pendant ce temps, on recueille des informations, on fait du suivi et on refait un état des lieux. On refait un programme de surveillance, on remet un schéma directeur. Vous voyez d'ailleurs qu'au départ, ça a été lent et maintenant, c'est de plus en plus rapide. Et plus on fait ça régulièrement, plus c'est rapide. Donc là, il y a un an, il n'y a plus qu'un an en fait, et après on laisse pendant 3 ans l'état des lieux, et c'est de plus en plus rapide. Après 2019, 2020, 2021, 2021, et là enfin ça dépend un peu du politique, mais dans l'idée, c'est de continuer tout le temps comme ça. En termes d'acteurs, qui on a? Alors, ce que je vous ai dit, moi, par exemple, le SDAGE, c'est interrégional. On a pu voir, par exemple, sur la partie Bretagne, que ça inclut la Normandie, les Pays de la Loire, plusieurs départements. Donc, on aura une gestion locale, la SAGE. Donc, ce n'est pas un schéma directeur, c'est un schéma d'aménagement. Le but, c'est d'appliquer le schéma directeur à une échelle plus petite. Et on est sous les sous-bassins que vous avez pu voir, le Blavet, le Trieux, etc. À partir de là, la gestion locale se fait après vraiment pour chaque collectivité. C'est-à-dire que là, par exemple, celui du Blavet ou celui de la Mayenne, ça correspondait à plusieurs zones. On va envoyer ces décisions-là dans des zones plus petites. Et en fait, ces zones-là, ça va être des syndicats parce qu'en fait, on a rassemblé
les collectivités territoriales, les acteurs de l'eau, hein, et donc on a par exemple un mélange de politique, d'utilisateurs, que ce soit euh, d'industriels, notamment là si on reprend le Lion d'Angers, on a donc un abattoir. L'abattoir, il a entre guillemets son mot à dire, ou en tout cas il doit être au courant de ce genre de décision. Donc il va y avoir de la présence industrielle, mais il va y avoir aussi de la présence d'usagers, que ce soit des associations de riverains, etc. Parce que justement, entre guillemets, il faut satisfaire tout le monde. Et il faut se mettre d'accord avec tout le monde. On aura donc aussi des politiques, et on a donc l'échelle du dessus qui doit être au courant. Donc on aura des représentants des départements, des régions et de l'État. Et donc on a ici une application locale, genre ce qui permet à tel voisin d'être averti, parce que là ici, lui, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas occupé de son bord de rivière, il a un champ, il est en bord de rivière, l'aménagement du champ, le nettoyage des rivières, etc., ça doit être fait périodiquement, il faut lui rappeler, faut essayer de savoir pourquoi ça n'a pas été fait ou si ça a été fait, etc. C'est pas l'État directement, le ministre, qui va lui écrire. C'est quelqu'un de plus proche. Le syndicat des eaux du coin. Le syndicat, après, inclut quelque chose qui est à l'échelle du bassin versant local, et après inclut quelque chose qui est représentant du schéma directeur. Ces politiques par grand bassin sont après mettent en application ce qui a été voté à l'échelle du gouvernement. Donc nous, c'était par exemple la loi en 92 sur l'eau, mais depuis maintenant, il s'agit d'une directive cadre sur l'eau avec une loi et un niveau européen harmonisé. Vous remarquez que ce schéma est plus tout à fait d'actualité puisqu'ici, il y a une zone en bleu qui a disparu. Mais on va dire que là actuellement, l'objectif de, par exemple, en Europe, c'est d'atteindre un bon niveau de l'état de l'eau avec peu de pollution. Chaque pays va adapter en fonction de son besoin, mais surtout en fonction de son bassin versant. Et on a donc des SDAG différents en France, en fonction des contraintes de chaque terre. Et pour chaque SDAG, on va bien sûr avoir des plans locaux, etc. C'est une structure qui semble complexe, mais qui est en fait assez logique. Et tout ça, c'est public. Il n'y a juste pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, au passage. Maintenant, on va redescendre à l'échelle un peu d'ingénierie. On va parler de réseau. On est dans un niveau résiduaire urbain. Et donc, on va parler de la distribution dans une propriété. Comment ça marche une consommation et comment ça marche une facture et tu payes à qui. Et normalement après on devrait pouvoir faire le lien avec justement les acteurs locaux du SAGE. Vous devez savoir, enfin je vous l'indique, qu'après votre compteur d'eau, c'est-à-dire que pour une maison, pour un immeuble, il y a un compteur d'eau et juste après il y a un joint et à partir de là c'est chez vous. Si jamais il y a un problème d'eau là, si par exemple vous avez une fuite et que vous allez gaspiller un paquet d'eau, la piscine, etc., c'est votre problème. Si c'est avant, eh ben c'est du réseau public et c'est le distributeur qui doit vérifier ça. La dernière fois que j'avais fait une visite avec les L3, on était allé voir la production d'eau potable près du Lion d'Angers. Et il a dû interrompre la visite parce que ils avaient détecté une perte de puissance à Segré. Ils recevaient plus autant d'eau et ça veut dire qu'il y avait une fuite quelque part. Alors entre le Lion d'Angers et Segré, il y a plus de 10 bornes de tuyaux. Et pour que ce soit notable, ça veut dire qu'il y avait des mètres cubes qui partaient tout le temps là, quelque part. Ben voilà, il nous a dit ciao, on est parti, on va vérifier. Et voilà, il n'y a pas des capteurs tout le temps. Hein. Mais donc ici, vous avez des robinets d'arrêt, etc. Il y avait donc un problème de distribution. Suffisait par exemple que quelqu'un fasse un chantier et il a pété. Alors
c'est pas des petits tuyaux, hein, parce que pour envoyer de l'eau du Lion d'Angers jusqu'à Segré, il faut du bon tuyau, parce que ça envoie, surtout que c'est de l'eau qui vient aussi d'Angers au départ, en partie. C'est des gros tuyaux, hein, donc c'est pas avec la mini pelle que tu vas casser ça. À l'intérieur de la maison, donc ça c'était un schéma qui avait été fait par certains de vos camarades, on a le collecteur principal, voilà, la canalisation de branchement. Donc là on a de l'eau bleue, c'est de l'eau potable. Elle arrive dans tous les points de la maison où vous avez besoin d'eau. Et c'est la même. C'est-à-dire que dans le lave-linge, dans le chauffe-eau, dans les WC, dans la douche et dans l'évier, c'est de l'eau potable. C'est-à-dire que si la chasse a été tirée, tu vas prendre un verre d'eau à l'intérieur de ta cuve des toilettes. Alors, ça dépend de l'état de propreté, mais en tout cas, l'eau, normalement, elle est potable. Et ça dépend bien sûr de la qualité de nettoyage de ta cuve de toilette, hein. Mais en gros, c'est la même chose. Tous les pays ne font pas ça. Aux États-Unis, il y a deux types d'eau qui arrivent. Il y a de l'eau potable et de l'eau propre. Et on ne va pas utiliser pareillement de l'eau pour les toilettes que pour la douche, etc. En France, en fait, on est parti du principe que toute l'eau d'utilisation, pour des raisons de responsabilité, etc., et notamment ça fait qu'un seul tuyau offert, c'est tout de l'eau potable, point. Et l'arrosage, c'était pareil. Et ta piscine, c'est de l'eau potable. Maintenant, à la construction des maisons, parfois on rajoute une cuve de récupération d'eau de pluie pour pouvoir alimenter les WC et les lave-linges. Ça se fait beaucoup dans le Nord et beaucoup en Belgique. C'est rentable que quand tu le fais en fait en la construisant, parce que installer une grosse cuve, il faut creuser, etc. Faire un réseau, c'est intéressant en fait quand tu le prévois en amont. Sinon, c'est vraiment pas rentable, on va dire économiquement. Mais par contre, là dans ce cas-là, tu peux pas boire l'eau des toilettes et ça dépendra. L'avantage c'est que ton eau de pluie généralement elle est plus douce, donc pour le lave-linge c'est mieux d'ailleurs. Pour l'eau elle est moins dure. On pourra en reparler. Mais là-dessus, ça fait pas longtemps qu'en France on peut le faire. Parce que, notamment, si jamais il y a eu un accident, etc., sur des problèmes sanitaires, il n'y avait aucune garantie, etc. L'eau potable rentre dans le chauffe-eau, elle est chauffée, et elle ressort. Elle arrive dans l'évier, dans la douche et dans le lave-linge. Alors, normalement, non, parce que c'est le lave-linge qui chauffe. En règle générale, tu n'as pas d'eau chaude qui arrive dans le lave-linge. C'est directement l'eau froide qui est chauffée par le lave-linge. Mais bon, là ici, à partir de là, tu as de l'eau potable encore. Ce qui sort de l'évier, ce qui sort de la douche, ce qui sort des WC, c'est pas rigoureusement la même eau non plus. Et il y a un moment donné, ceux qui n'étaient pas dans le tout à l'égout, ils avaient les WC, par exemple, qui allaient dans une fosse septique, et la douche et l'évier étaient traités différemment. Maintenant, c'est plus possible, que ce soit le tout à l'égout ou les fosses tout eau, c'est-à-dire que tu aies un système d'assainissement non commun, mais individualisé, tu dois tout collecter au même endroit et tout traiter. Donc tu mélanges des matières fécales avec du savon, ce qui normalement ne se traite pas tout à fait pareil. D'accord? Mais donc tu vas devoir traiter différemment les choses. Mais en tout cas, tout est collecté au même endroit. Et dans les égouts, c'est un mélange de tout ça. En termes de proportion, si on considère donc une consommation d'à peu près 150 litres par jour, un gros tiers, presque 40%, c'est les bains et les douches. Monsieur, j'ai une Oui, question. bien sûr. Vous avez dit que ça c'était dans le cas de l'égout, mais dans le cas des fosses septiques, c'est la même idée ou pas? Alors, dans les, C'est un cas à part. attends, j'essaie de revenir à dire d'avant. Voilà. Les fosses, donc juste, en fait, le mot fosse septique, normalement, n'existe plus. Alors, c'est
dans le langage courant, tu l'entends encore. Hein. Mais en fait, la loi a changé. À l'époque, ceux qui n'avaient pas d'accès aux égouts, ils avaient donc l'obligation de traiter au moins les eaux brunes et pas les eaux grises. Alors c'était la petite différence, les eaux grises formellement c'était celles qui étaient savonneuses et les eaux brunes, ben voilà, ça se comprend. Euh, Maintenant tu ne peux plus larguer de l'eau et du savon comme ça parce que ça va aller dans les cours d'eau. Donc tu es obligé de traiter toutes les eaux. Et donc on parle maintenant de fosse toute eau. Ils n'ont pas obligé les gens au départ à changer leur fosse comme ça. Ils ont dit que par contre tu ne peux pas vendre de maison si tu n'as pas mis à jour ton système de traitement de l'eau. C'est-à-dire que les maisons qui ont une fosse, il y en a peut-être encore qui n'ont pas de fosse tout eau, mais ils ne peuvent pas la vendre en tout cas. Il faudra absolument qu'ils passent à une fosse tout eau. Et en fait, la fosse tout eau, elle est plus complexe parce que elle rajoute un traitement, non pas uniquement des matières fécales et matières organiques, mais bien il va y avoir un traitement en fait de la partie des savons et des systèmes particuliers. Et donc en fait, c'est devenu un système un peu plus complexe. C'est-à-dire que physiquement, il faut vraiment changer la fosse. Il faut la déterrer et la changer. Ça, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Donc, normalement, la quantité de maisons à changer est faible, mais ça existe encore. Alors, donc là, sur les 150 litres, en moyenne, il y en a 60 litres pour les bains et les douches. Sachant qu'un bain, c'est plus que 200 litres. Tu peux pas prendre un bain tous les jours, statistiquement. Le débit d'un robinet est d'à peu près 8 litres à la minute. Vous ne pouvez pas faire de douche de plus de 8 minutes sans dépasser la statistique. Donc si vous prenez tous les jours une douche d'un quart d'heure, vous êtes forcément au-dessus de 150 litres par jour. Les sanitaires, on est à pareil, à peu près 6-7 litres par chasse d'eau. Si vous allez 10 fois aux toilettes, vous tirez la chasse plus qu'en statistique. C'est pas que je vous encourage à ne plus jamais tirer la chasse, mais notamment, souvent on dit vous avez possibilité de mettre des bouteilles d'eau, etc. Maintenant, surtout, dans les toilettes, vous devez avoir 2 chasses différentes. Une où tu vides pas entièrement toute l'eau et une où tu as besoin de vider toute l'eau. Ce petit geste-là a un impact non négligeable sur la quantité d'eau que vous utilisez. Un lave-linge, en réalité, c'est plutôt une trentaine de litres. On compte que les gens ne font pas une lessive tous les jours. Le lave-vaisselle utilise moins de 15 litres. Si tu fais la vaisselle à la main et que tu remplis tes 2 bacs, etc., et que tu utilises plein d'eau, voilà. La voiture et le jardin, 9 litres. Alors formellement d'ailleurs, petit détail, vous n'avez pas le droit de laver votre voiture devant chez vous. Si vous lavez votre voiture avec du savon, l'eau elle va ruisseler sur la route et elle va aller dans les égouts extérieurs. Mais les égouts extérieurs, elles ne vont pas dans l'usine de traitement de l'eau, elles vont à la rivière. Il s'agit des eaux de pluie. Si vous habitez dans un endroit où le réseau est séparé, l'eau quand il pleut et qui s'écoule sur les égouts extérieurs, elle ne sera pas traitée. Si jamais vous allez visiter par exemple Guérande, maintenant sur les égouts de Guérande, c'est marqué ici commence la mer. Et la dernière fois, c'était pas Guérande, mais j'étais à Binic dans les Côtes-d'Armor et je vois un serveur qui était en train de nettoyer le resto et il balayait et il envoyait tout aux égouts. Et je lui dis, je suis désolé de t'embêter, hein, mais là, tu viens d'envoyer tes mégots à la mer, en fait. Les gens sont persuadés que si c'est dans les égouts, en réalité, ça part, je sais pas,
il y a des petits lutins qui vont nettoyer tout ça, où lui il pensait que ça allait en fait dans une usine de traitement de l'eau, mais non, parce que pourquoi on traiterait l'eau de pluie? Elle n'est pas forcément très propre, mais normalement sur la route, tu dois pas avoir énormément de produits polluants, etc. Et en fait, en gros, c'est un choix qui a été fait. Notamment parce que la quantité d'eau qui peut tomber, si par exemple sur Angers il pleut, et ben d'un coup tu vas multiplier par 10 la quantité d'eau qui arrive dans l'usine de traitement de l'eau et elle n'est pas du tout adaptée. Donc il y avait un petit exercice à un moment que je faisais là-dessus, on n'a plus le temps maintenant, mais c'est si tu calcules la quantité d'eau qui peut tomber, si tu prends une précipitation de 2 millimètres par mètre carré, ce qui peut arriver en une heure là, et tu multiplies par la surface d'Angers, et tu vois la quantité d'eau que ça génère, ça dépasse largement la quantité annuelle traitée par l'usine de traitement de l'eau. Donc en fait, les eaux de pluie, ils partent, ils rejoignent la rivière avec leurs mégots et tout ça. D'où donc au passage, nettoyer sa voiture au savon, c'est interdit. Si tu veux le faire à l'eau claire et que tu n'utilises aucun produit, ça marche. Tu peux. Le jardin, arrosé, etc. En réalité, quand tu arroses, ou si jamais tu décides, si tu as une piscine, ben, ça sera beaucoup plus que 9 litres. Mais tu vas pas le faire tous les jours. Donc c'est une moyenne statistique par rapport à un usage annuel, on va dire. Le robinet, la cuisine et la boisson, c'est quoi? Une vingtaine de litres, c'est-à-dire en fait très peu par rapport à l'utilisation totale journalière. Donc je vous laisse réfléchir sur votre propre consommation de l'eau. Et on va faire une pause de 10 minutes. Il nous reste un peu de composition de l'eau. Donc en fait, c'est juste 2-3 notions qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux après le cours qui aurait dû être fait par Alain et peut-être celui de Maxime. Et puis après, on fera un peu l'historique. D'accord? Donc on fait 10 minutes d'arrêt et on se retrouve juste après.